des lectures donc autour de l'œuvre de Andrea Camilleri et notamment ses romans historiques. Des lectures que normalement ont lieu en plein air et ont lieu de manière collégiale. Et là, malheureusement, à cause de la Covid-19, on ne pourra pas. Mais on est ravis de vous y inviter, même si à distance. Ce sont des lectures qui sont organisées par l'association italienne Café Italia Off. C'est une association culturelle qui existe à Strasbourg depuis 2011. Et nous organisons tous les ans des lectures autour d'auteurs italiens. Donc on a eu à la fois Antonio Tabucchi, Italo Calvino, Leonardo Sciascia, Goliarda Sapienza, Rosetta Loi, Niccolò Ammaniti, et cette année ce sera donc Andrea Camilleri dans ses romans historiques. Alors c'est un groupe de lecteurs et de lectrices qui choisit ensemble l'auteur, qui choisit aussi les livres en fait dont on tire des extraits et qui met en succession en fait les différents passages qu'on a choisis. Et donc vous êtes vraiment invités à nous rejoindre si cette démarche et si ce type de travail vous intéresse. On est encore en train de choisir le lecteur ou le narrateur ou la narratrice pour les prochaines lectures. Un seul mot, il y aura une introduction autour de Camilleri, mais on vous invite à tout regarder pour effectivement repérer vous-même. Il y a des figures, des styles qui reviennent, des personnages, des manières d'écrire, des manières aussi de décrire les villes et ces pauvres dont Camilleri en fait a tellement bien raconté l'histoire. Et voilà, bonne écoute. L'écrivain Andrea Camilleri nous a quittés récemment, en juillet 2019. Il a été peut-être l'auteur italien le plus aimé de sa génération. Pendant une trentaine d'années, ses romans ont rencontré un succès époustouflant. Un véritable phénomène, d'abord littéraire, puis télévisuel, grâce aux séries télé du cycle policier du commissaire Montalbano, qui ne cesse pas d'être rediffusé. Le vieil homme était un écrivain assez prolifique, et pour simplifier l'analyse de ses écrits, la critique a schématisé sa production littéraire en deux catégories, le récit policier et le récit historique et civil. Toutefois, indépendamment du fil narratif, la Sicile reste le dénominateur commun de toutes ces narrations. Les substraits culturels et linguistiques, d'où les histoires, les intrigues et les personnages prennent toujours origine. La Sicile est également présente dans les mélanges du dialecte sicilien et langue italienne parlée par les personnages et les narrateurs. Les Siciliens sont encore les références littéraires de Camilleri, Leonardo Sciascia et Luigi Pirandello. Tous les romans et les nouvelles de Camilleri, à de très rares exceptions près, se déroulent à Vigata, ville-monde inspirée de son village natal en Sicile, souvent comparée par la critique à la Macondo de Marquez. Cette ville fictive représente le cadre idéal pour la réflexion politique de l'écrivain autour de l'histoire italienne et sicilienne, qui est souvent le fond de ses narrations historiques. Voilà le cadre dans lequel s'inscrivent les textes que nous allons proposer aujourd'hui. Il s'agit d'extraits tirés de ces romans historiques, où, comme souvent chez Camilleri, les faits historiques sont modifiés, enrichis, manipulés pour raconter les histoires des dernières, de laisser pour compte. Parmi ces textes, Le Roi Zosimo et les romans de la trilogie de la Métamorphose, Maruzza Musumeci, Le Garbarriere et Le Grelot, représentent un cas particulier dans l'écriture de l'auteur, car l'intrigue, imprégnée de références historiques sur le modèle de Sciascia, s'est nue au ton figé de la tradition orale paysanne et à l'exploration d'une narration féerique et mythologique inhabituelle pour Camilleri. Pour finir, un mot sur la traduction en français des récits de Camilleri, car les lectures que nous proposons aujourd'hui sont tirées essentiellement des traductions de Dominique Vittosi. D'après cette traductrice, indépendamment des intrigues et des personnages, ce que les lecteurs italiens aiment à retrouver dans tous les livres de Camilleri, c'est la langue particulière qu'il utilise. Un mélange d'italien et de dialecte sicilien qui n'appartient qu'à lui. Le pari alors a été de répéter la démarche de Camilleri en employant un parler local qui ne soit pas la lettre morte pour l'auteur de la traduction afin qu'il devienne parlant même pour les lecteurs extérieurs à ces microcosmes-là. C'est ainsi que l'a sollicité le parler lyonnais, passé et présent, qui appartiennent au groupe des dialectes franco-provençaux. Ce français de Lyon possède un vaste lexique et quelques spécificités syntactiques qui lui ont permis de jouer entre langue française et parler régional en les mariant avec la désinvolture constatée chez Camilleri, tout en observant la même règle.
choisir les mots pour leur expressivité, leur spécificité, leur cocasserie, leur irréductible personnalité. L'autre traducteur français de Camilleri est Serge Quadrupani, qui, interpellé sur ces traductions de l'auteur sicilien, affirme: mon travail de traduction est orienté par le souci de faire partager au lecteur français le plaisir qu'éprouve son semblable italien à la lecture de Camilleri. Outre l'essence du récit et du dialogue, outre le regard profondément humain sur les misères psychologiques et sociales, ce plaisir tient sûrement au sentiment d'étrange familiarité qu'arrive à communiquer l'auteur. Familiarité d'une langue et d'une société qui nous reste très proches, l'étrangeté radicale des tournures et d'une culture forgée par une nature si particulière et une histoire si singulière. Ce qui donne, pour finir, la saveur inimitable, au papy comme à l'oreille, d'une Sicile immuable et parfaitement moderne. Le garde-barrière, oui, Casalante, ça se passe à Vigata en 1942-43, donc dans un arrière-fond de guerre et de fascisme qui divise les habitants et suscite des troubles. C'est l'histoire d'un couple, Nino et Minica. Le premier extrait. En mars 1942, le poste de voix vit arriver Nino Tarcotto, la trentaine, un beau garçon, grand et dru, yeux et cheveux noirs comme un Indien, qu'on ne pouvait plus employer à la manœuvre parce qu'en accrochant 2 wagons, il s'était écrasé la main entre les tampons et avait perdu annulaire et petit doigt. Pour la même raison, on ne l'avait pas rappelé sous les drapeaux. Comme le malheur n'est pas toujours à la porte d'un pauvre homme, son accident ne l'avait pas empêché de jouer de la mandoline à ravir. Avec son meilleur copain, Toto Cozzo, quant à lui excellent guitariste, il avait formé un duo qui se produisait le dimanche et les jours fériés chez M. Amedeo Vassallo, le patron du meilleur salon de barbier-coiffeur de Vigata. Une fois rasés ou coiffés, ses clients badaient volontiers au salon pour profiter de ses petits concerts. Quand il emménagea dans le poste de voix, Nino était marié depuis 2 ans avec Minica Oliveri, une fille ni jolie ni vilaine, qui avait, comme on dit, une beauté d'épouse, mais était d'une propreté à laver l'eau et n'avait pas les 2 pieds dans le même sabot. Entretenue dans ses moindres recoins, la maison brillait comme un sous-neuf. En plus, Minica cuisinait à merveille et savait aussi tirer le meilleur profit du jardin. Nino et Minica n'avaient qu'une raison de tirer peine. Le bon Dieu ne leur envoyait pas d'enfants. Alors qu'ils se démangognaient, ni peu ni trop pour en mettre un en route. Au printemps et en été, le dimanche soir après dîner, quand tous les trains étaient passés, Nino et Minica prenaient leurs chaises et allaient s'asseoir au bord de la mer. Minica chantait et Nino l'accompagnait à la mandoline. Puis ils rentraient dans leur maisonnette, se couchaient et s'employaient bon cœur, bon argent à mettre un enfant sur le métier. 6 mois passèrent, mais ils avaient beau faire le vert et le sec, Minica n'était toujours pas en chemin de famille. Alors un soir, mari et femme se concertèrent. Tout bien compté et rebattu, ils décidèrent de prendre conseil auprès d'une accoucheuse qui entende son fait et leur prescrive quelques remèdes. Un après-midi, Nino partit pour Vigata et plusieurs heures après, revint en compagnie de la mère Cicina Piero, une releveuse de 70 ans qui avait fait naître la moitié de la ville et depuis Pachino jusqu'à Castelvetrano jouissait de la plus grande considération. Elle ausculta Minica sous toutes les coutures et trancha. Elle a ce qu'il faut où il faut. En disant ces mots, elle regardait Nino d'un air d'avoir 2 airs, comme pour lui demander « Et toi, as-tu l'outillage ?» Pendant le voyage de retour en chariot, la mère Cicina encouragea Nino à voir un médecin. Elle lui conseilla le docteur Gerbino à Sicudiana. Nino s'exécuta dès le lendemain. Comme il n'avait pas de rendez-vous, il dut gober des mouches 1 heure et demie avant que l'infirmière ne l'introduise dans le cabinet. La vue du docteur ne fut pas pour le rassurer. L'homme de l'art, qui mesurait son 1,90 m, était croisé d'épaules format armoire à glace et portait une grosse barbe rousse, aussi flamboyante que ses cheveux. « Enlève ton pantalon et ton caleçon. » Nino obéit, le feu aux joues. Le médecin le tricota, n'y peu ni assez.
puis lui donna une fiole avec son bouchon et désignant un paravent lui ordonna « Passe là derrière et au travail !»« Excusez-moi, il faut que je... »« Oui, tu te fais péter la guille. Applique-toi. Il faut que la giclée atterrisse dans la fiole. » Nina tâcha moyen de moyenner, mais il n'était pas en veine. « Alors ?» demanda au bout de 5 minutes le docteur, dont la patience n'était pas la vertu première. Enfin, final, Dieu merci, Nico décrocha la télé. « Reviens me voir demain, conclut le praticien, et Nino de revenir. « Mon garçon, il n'y a rien à faire. C'est de ton fait si vous n'avez pas d'enfant. Tes spermatozoïdes sont en petit nombre et en petite forme, et je ne vois guère de remède. » L'homme de l'art lui aurait tiré une balle en plein cœur, que ça n'aurait pas été pire. Qu'a dit le docteur sans Minika? Il décida de ne vendre la carapace qu'à moitié. Il a dit qu'on devrait continuer d'essayer et que je pouvais retourner le voir dans 6 mois si la grange n'était toujours pas pleine. Il ne se voyait pas lui révéler la vérité tout de go. Il avait besoin d'un sursis. Plus loin, Minika se fait agresser et violer et elle en reste profondément traumatisée psychiquement. Nino, au bout d'un moment, alla voir ce que bricotait Minika. Malgré ses yeux écarabillés, elle sembla ne pas remarquer son arrivée. Elle avait enfoui ses pieds dans la terre, mais cette fois en restant debout. Elle tenait à la main la seille pleine d'eau et arrosait la terre qui lui couvrait les pieds. Elle voulait peut-être se rafraîchir. Tu n'aurais pas meilleur temps à plonger directement les pieds dans la seille. Elle ne tourna que la tête. Dans la seille, comment veux-tu que mes racines sortent si je suis dans la seille? Nino sentit son sang se glacer dans ses veines en comprenant que Minika ne grondoisait pas. Plus tard, Nina alla au jardin. Minika ne s'était pas dégrobée, elle était toujours debout, les pieds en pleine terre. « Tu veux bien me remplir la seille ?» demanda-t-elle aussitôt à Nino. « Ça suffit, tu vas prendre froid. Donne-moi de l'eau, sinon mes racines vont sécher. » Alors il vit rouge. Sans piper mot, il se jeta sur sa femme, la grappa par la taille, la déracina pendant que des 2 mains, elle lui graffignaient au sang le visage. Il la chargea sur son dos, l'emmena dans la maison, monta dans leur chambre et lui attousa une volée de gifles. Elle ne pleurait pas, ne se plaignait pas. Elle le regardait les yeux écarabillés. Et soudain, ce fut lui qui éclata en sanglots et lui demanda pardon. Mais Minika semblait ne rien entendre, perdu dans un autre monde où il ne pourrait jamais pénétrer. Nino ne savait quelle pièce coudre. Appeler le docteur? Qui ferait le docteur? Il l'expédierait à l'asile. Or, pour rien au monde, Nino ne voulait se séparer de Minika. La seule solution était de l'aider. Mais parfois, Nino en avait gros. C'était pas Dieu, pose de continuer comme ça. Combien de temps pourrait-il supporter cette situation? Et s'il lui arrivait un bicêtre au travail, par exemple, s'il se blessait ou s'il tombait, ou qu'il ne puisse plus se dégrober pendant plusieurs jours, qui s'occuperait de sa femme? Qui prendrait soin d'elle? Certaines nuits, quand ses soucis le démarqueraient trop, il avait envie de descendre au jardin, de creuser lui aussi un trou à côté de Minika, de s'y installer et d'essayer lui aussi de devenir un arbre. Il détrancanait. Que devenait l'homme après la mort? De la poussière. Il se transformait. Ne pouvait-il pas se transformer avant d'être défunté? Il se rappela qu'une fois, à la communale, l'instituteur avait raconté qu'à l'origine, le laurier était une belle jeune fille qui s'était changée en arbre. Si l'homme en était capable dans l'Antiquité, pourquoi n'y arriverait-il pas aujourd'hui? Un matin, où Nino lui apportait son lait, Minika refusa. Après. Après quoi? Il faut que tu me transplantes. Dans sa logique d'arbre, elle avait raison. Le moment était venu de la transplanter, même si ce n'était pas la saison. Il n'essaya pas une seconde de la faire changer d'avis.
Il savait trop que s'il n'obtempérait pas, Minica ne mangerait ni ce jour-là ni le lendemain. Il prit la triondine, creusa un trou à 4 mètres du sien. Il le fit assez profond pour qu'elle s'y enfonce à mi-cuisse. Il déversa une seille d'eau, il mélangea la terre avec le fumier restant et alla déraciner Minica. Quand ses pieds apparurent à l'air libre, il eut un coup au cœur. Il devenait de vraies racines. Comment était-ce possible? L'extrémité de ses orteils avait perdu ongles, peau et chair et révélait le squelette. C'était comme des chaussettes trouées qui laissaient sortir les doigts de pied. Sauf qu'ici, c'étaient les os qui sortaient. Minces et fins, jaunâtres éparpillés par endroits, de petites taches vertes, comme une espèce de mousse. Ils étaient crochus et avaient déjà aggrappé la terre. Les jours passèrent. Minica ne disait plus rien. De temps en temps, elle parlait avec les yeux, mais ils se comprenaient à merveille. Un matin, après avoir poussé son lait, elle parla. Mais comme elle n'en avait plus l'habitude, Nino ne la comprit pas. Que dis-tu? Tant fait. Le temps qu'il fait. De la tête, elle fit signe que non. Attends. Elle ouvrit et referma la bouche plusieurs fois, comme si elle répétait les mots, puis elle prononça bien net. C'est le temps de me greffer. Elle voulait être greffée. Mais pourquoi veux-tu devenir un arbre? Lui demanda Nino désespéré. Les yeux de Minica reprirent vie le temps d'un instant. Je veux porter des fruits. Alors Nino comprit. Si femme elle ne pouvait enfanter, elle voulait tenter arbre de porter des fruits. Au même moment, il jura qu'il lui donnerait satisfaction, quitte à devenir lui-même engrais, terre, brin d'herbe, eau. Quel fruit veux-tu donner? Des nèfles. Greffe-moi. Il passa derrière elle, lui demanda de se pencher un peu en avant en posant ses mains sur les deux planches. Il fit glisser par la tête le sac qui la couvrait, baissa son pantalon et la greffa. La peau de Minica sentait l'herbe fraîchement coupée. Puis un miracle arrivé, pensa-t-il au moment où il se déversait en elle. Mais le miracle n'eut pas lieu. La révolution de la Lune se déroule en 1677 à Palerme. À ce temps-là, Palerme est la capitale de la Sicile sous domination espagnole. Quand le vice-roi Don Angel meurt en pleine séance des conseils, les notables siciliens exultent. Mais il a laissé un testament. Les successeurs désignés, c'est sa femme, Donna Eleonora de Mora. Personnage historique à l'instar des autres figures du roman. Dans le premier extrait, nous lirons les réactions des Palermitains. Dans le second, on verra en acte juridique précis la tentative de révolution progressiste de Donna Eleonora. En une main tournée, avant même que la séance fût levée, la nouvelle que le vice-roi défuneté le matin était remplacé par une femme courait déjà dans tout Palerme. La plupart des gens refusèrent d'y croire, convaincus qu'il s'agissait d'une Gandoise. Il était inconcevable qu'une femme gouvernât la Sicile. À vrai dire, on pouvait les comprendre si on regardait la situation des dernières décennies. Les impôts, gabelles et octrois ne décessaient d'augmenter sans raison apparente. Sans compter la peste et le choléra, qui s'étaient mis de la partie, se prenant d'affection pour cette ville. En 1647, la sécheresse et l'augmentation catastrophique des impôts avaient provoqué la sanglante révolte de Palerme. Des centaines de morts, des pillages, des incendies, des familles entières décimées. La fureur populaire contre les bourgeois, les riches et les nobles ne connut pas de limite. Les soldats espagnols furent écharpés jusque dans les casernes. Puis, peu à peu, grâce au ciel, le massacre finit par finir. Mais ses conséquences ne se firent pas attendre.
centaines d'orphelins, garçons et filles, de tous âges, qui n'avaient rien à manger et volaient ou demandaient l'aumône, veuves et jeunes fenotes, qui, à défaut d'autres marchandises, se vendaient elles-mêmes. Violence continuelle et corruption omniprésente. Quand Don Angèle avait défumeté, toutes ces conséquences perduraient, peut-être plus virulentes que jamais. À la piquette du jour le lendemain, les palermitains qui longèrent les palais de l'avenue du Cassaro découvrirent qu'à la faveur de la nuit, une main anonyme avait accroché un écriteau sur une façade. Une femme vice-roi, c'est de la folie. La place des fenotes est au lit. Mais c'était un autre son de cloche que donnait un second écriteau sur la façade d'en face. Il est bon que des conseillers infâmes soient soumis aux ordres d'une femme. La ville s'était exprimée, mais avec deux points de vue opposés, qui, en fin finale, comme toujours en Sicile, ne valait pas un pè de coucou. Alle prime luci dell'alba del giorno appresso, chi s'attrovò a passare davanti a due palazzi che davano nel Cassaro, s'adunò che sopra la facciata di uno, da mano anonima in tutti i tempi, era stato appizzato un cartiglio con questa scritta: un vicirì femmina non è cosa di rispetto, le femmine sono buone solo a letto. Ma sopra la facciata dell'altro ce ne stava appizzato un secondo, di tono completamente diverso. Sti consiglieri, a così fitusi e scuglionati, buono è si sunno da una femmina comannati. La città aveva detto il suo parere, ma essendo pareri opposti, finivano, come sempre in Sicilia, col non avere nessun valore. Le Saint Conseil royal commença à l'heure dite, et pendant toute la séance, Donna Eleonora fut seule à parler. Pour commencer, elle informa le grand sénéchal de la mort soudaine du père Mezzatesta, lequel, comme de bien à sa corde, ne pouvait plus être interrogé, ce qui empêchait presque toute action contre l'évêque. Elle n'accorda pas un mot aux événements du dimanche et de la nuit suivante. En revanche, elle annonça qu'elle avait une loi à proposer, qui, si elle était approuvée, entrerait en vigueur dès le lendemain. Considérant que le grand trésorier, autant que le grand percepteur, lui signalait une forte hausse des sommes perçues ou à percevoir par le fisc, en particulier après les saisies et expropriations des anciens conseillers, elle avait décidé de supprimer l'impôt qui pesait sur le blé destiné à la fabrication du pain. Si sa proposition était acceptée, cela signifiait que, dès le lendemain, dans toute la Sicile, le pain coûterait moitié moins cher. Les bénéficiaires seraient les familles nombreuses et les centaines de pauvres airs qui n'arrivaient pas à acheter leur pain avec les aumônes. Les surveillants des marchés devraient contrôler la diminution des tarifs des boulangers. Les conseillers étaient-ils d'accord? Les conseillers furent enthousiastes. Alors, Donna Eleonora enjoignit au chancelier et au secrétaire de rédiger sans déport la loi qu'elle signerait aussitôt et que les crieurs publics proclameraient dans toute la ville dès le lendemain, à la piquette du jour. Ensuite, elle annonça sa ferme intention de créer 2 hospices destinés aux femmes de Palerme, qui vivaient dans des conditions infamantes. Le premier s'installerait dans l'ancien Hôtel-Dieu, destiné aux malades nécessiteux, qui était fermé depuis 3 ans. Il accueillerait les vierges en danger, c'est-à-dire les jeunes orphelines miséreuses qui erraient la nuit dans la ville et dormaient dans la rue. Avant d'être admise à l'hospice, elle devrait se soumettre à l'examen de Sidora Bonifacio, la mère sage, pour établir si elles étaient encore vierges et n'avaient pas reçu d'offense en d'autres parties du corps. Toutefois, l'hospice accepterait aussi séparer les premières des vierges qui n'avaient pas échappé au danger et avaient reçu une offense en quelque partie de leur corps, mais contre leur volonté. Le deuxième hospice, dénommé des Madeleines repenties, occuperait l'ancien couvent des filles de la Vierge et accueillerait les femmes publiques chassées des lupanards qui, à cause de leur âge avancé, ne trouvaient plus de clients et mouraient dans la rue de faim et d'épuisement. Ces 2 hospices ne pèseraient que pour moitié sur la caisse royale, car l'autre moitié serait constituée de 20 000 écus, prélevés sur les 25 000 écus d'Aposiente que la Sicile offrait à tous les nouveaux vice-rois
et que Don Angèle n'avait pas écorné. L'indemnité qu'elle percevait tous les mois suffirait à ses dépenses personnelles. Les 5000 écus d'Aposiente restants seraient partagés en 100 parts de 50 écus chacune et alimenteraient un fonds destiné à la dot de 100 jeunes filles à marier qui, sans être orphelines, étaient de familles nécessiteuses. Ces donations s'appelleraient dot royale. Les conseillers furent épatouflés. On n'avait jamais vu un vice-roi renoncer aux riches Aposiento. Non seulement Donna Eleonora s'en privait, mais elle est destinée à une vaste œuvre de bienfaisance. Turro Mendoza prétend que cette femme est le diable, pensa l'évêque de Patti. Mais si les diables sont de cet acabit, je suis prêt à les retirer en enfer. Ces deux hospices, continua Donna Eleonora, de même que la dot royale, seraient placés sous l'autorité du juge de la couronne, qui veillerait au recrutement du personnel et au fonctionnement quotidien, et publierait l'appel à candidature pour la dot des jeunes filles nécessiteuses. Les conseillers avaient-ils des objections? Les conseillers n'avaient pas d'objection. Pour finir, Donna Eleonora annonça qu'elle souhaitait communiquer aux conseillers une simple information. Elle avait reçu une demande de grâce signée du marquis Simone Trecca, condamné à mort. Il demandait la transformation de la peine capitale en prison à perpétuité. Elle avait refusé la grâce sans la moindre hésitation et, en plus, recommandé à l'alcade de faire passer le marquis en dernier pour qu'il assistât à l'exécution des deux assassins à ses ordres. Elle s'était exprimée avec la même voix angélique, sans intonation particulière, sauf que personne n'avait pu la remirer dans les yeux, dont la brasance noire était plus ardente que jamais. Il Sacro Regio Consiglio accomenzò puntuali e per tutta la sua durata parlò solo Donna Eleonora. In primisi accomunicò al Gran Capitano di Giustizia la morte improvvisa di Padre Scipione Mezzatesta, che non potendo essere più interrogato, praticamente impediva ogni possibilità d'azioni contro il Vescovo, e non spinì manco una parola sopra i fatti capitati nella domenica e nella nottata appresso. Invece dissi che aveva da proporre una legge importante assai, che se approvata sarebbe stata valida dall'indomani stesso, considerata che sia il Gran Tesoreri sia il Gran Maestro Razionali le avevano comunicato una forte crescita del denaro introitato da introitare dal fisco, soprattutto dopo i sequestri e gli espropri fatti agli ex consiglieri, aveva deciso di levare la tassa che gravava sopra il grano destinato alla panificazione. Se la proposta sarebbe stata accettata, questo veniva a significare che dal giorno appresso in tutta la Sicilia il pane sarebbe costato quasi la metà di quello che costava. Ne avrebbero avuto beneficio le famiglie numerose e le centinaia e centinaia di poverazzi ai quali la limosina non abbastava per accattare i pani. I catapani, cioè le guardie dei mercati, dovevano sorvegliare che i fornari applicavano il prezzo ridotto. I consiglieri erano d'accordo? I consiglieri ne furono entusiasti. Allora Donna Eleonora disse al protonotario e al segretario di scrivere subito la legge che lei avrebbe firmata in modo che già l'indomani mattina presto i bannitori la facessero a conoscere a tutti. Subito appresso dissi che era sua ferma intenzione di creare 2 conservatori destinati ad accogliere le femmine di Palermo che si trovavano in condizioni di vita laide assai. Il primo sarebbe stato allocato nell'ex conservatorio dell'ospedaletto, che una volta teneva i malati poveri e che da 3 anni era chiuso. Qua sarebbero state ricoverate le vergini pericolanti, vale a dire le giovani le quali, astrette dalla povertà e prive di genitori, andavano la notte raminghe per la città e dormivano nelle pubbliche strade. Prima d'essere ammittute al conservatorio, queste giovani dovevano sottoporsi alla visita della mammana Sidora Bonifacio, per stabilire che erano ancora vergini e che non avevano ricevuto offesa in altra parte del corpo. Ma al conservatorio sarebbero state ammittute, sia pure separate dalle prime, macare vergini pericolate, vale a dire che avevano ricevuto offese in qualsiasi parte del corpo, ma contro la loro stessa volontà. Il secondo conservatorio, chiamato delle Maddalene Pentite, sarebbe stato allocato nell'ex convento delle figlie della Madonna, e avrebbe ospitato femmine di strada o ghittate fuori dai postriboli perché, data l'età avanzata, non trovavano più clienti e se ne morivano strate e strate di fame e di stenti.
sti due conservatori avrebbero gravato solo per metà sopra la cascia del regno, in quanto che l'altra metà sarebbe stata costituita da 20.000 scudi prelevati dall'apposiento di 25.000 scudi, che era la regalia che la Sicilia faceva a ogni nuovo viceré, ricevuto da Don Angel e del quale non era stato spinuto niente. Per le sospesi personali sarebbe abbastato l'appannaggio mensile che riceviva. I restanti 5.000 scudi dell'apposiento sarebbero stati divisi in 100 parti di 50 scudi ognuna e sarebbero andati a costituire un fondo che doveva servire come doti matrimoniali per 100 picciotte che avevano sì il padre e la madre ma che erano di famiglia povere. Sta donazione si sarebbe chiamata dote regia. I consiglieri strammaro. Non c'era mai stato un caso di viceré che aveva rinunziato al ricco apposiento, e lei non solo ci rinunziava, ma lo destinava a fare una grande opera di bene. Turro Mendoza dici che sta femmina è il diavolo, pensò il vescovo di Patti, ma se i diavoli sono così, sono disposto ad bruciare all'inferno. Nous allons vous lire deux extraits du livre Maruzza Musumeci, qui narre avec sensualité et truculence la destinée du Sicilien Ignazio Manisco et de sa famille entre 1895 et 1943. À 47 ans, il rentre d'Amérique pour s'installer dans sa ville natale de Vigata, ville imaginaire de Sicile récurrente dans l'œuvre de Camilleri, et il achète une terre dont l'ancien propriétaire serait décédé d'une mort étrange. Il fait aussi appel à une entremetteuse afin de se trouver une épouse. Parmi les prétendantes, il rencontre Maruzza Musumeci, qui est d'une beauté époustouflante mais mystérieuse, et elle souffre d'un trouble bien étrange. Le premier extrait que va vous lire Mariella expose un souvenir d'enfance de Ignazio qui influença son existence. Miaillot qu'il était, 5 ans pas plus, Ignazio travaillait déjà pour un quart de salaire. La brigade de pneus dont il faisait partie avec sa mère était placée sous les ordres du bonhomme Japico Prestia, qui les traitait tous de pou. À 7 ans, en s'entendant appeler Petit Pou, Ignazio se mit en bouquin. Ça vous commentez, Père Japico, il faut m'appeler Ignazio, je ne suis pas un pou. Ça te fait bisquer que je l'appelle comme ça? Ben oui, c'est que tu ne vois pas plus loin que le bout de ton nez. Ce soir, je t'expliquerai le pourquoi du comment. La journée finie, s'il était bien luné, le bonhomme Japico racontait des histoires le temps que tombe la nuit, et tout le monde l'écoutait. Comme de bien s'accord, il choisit ce soir-là l'histoire du pot et de Noé. Le père, un beau matin, en a plus que s'apporter des hommes toujours en guerre, qui égorgeaient bon corps, bon argent. Et il décida de les rayer de la surface de la terre en envoyant un déluge. Il annonça la chose à Noé, qui, dans le lot, était le seul bon et honnête. Noé lui répliqua que tous les animaux allaient mourir de colagne avec les hommes, alors qu'ils n'étaient pour rien dans la colère du Seigneur. Le père lui ordonna alors de construire un bateau en bois appelé arche. On montrait un couple, mâle et femelle, de tous les bêtes. Ainsi comme ainsi, cette arche flotterait et le déluge passé, les animaux pourraient se reproduire. Noé, qui s'était arrangé pour obtenir la permission de mener femmes et enfants, demanda au Seigneur comment avertir les animaux du monde entier. Et le père le rassura. Il en faisait son affaire. Bref, l'arche se remplit d'animaux et le déluge commença. Le troisième jour, alors que tout le monde dormait à point fermé, Noé entendit une petite voix près de son oreille. « Noé, ô grand Noé !»« Qui, que, quoi ?»« Nous sommes des poux, mari et femme. »« Des poux? Voilà autre chose. » Noé n'en avait jamais entendu parler. « Où êtes-vous ? » Je ne vois pas. Sur ton crâne, dans tes cheveux. Qu'est-ce que vous fabriquez là-bas? Ô grand patriarche, Dieu le Père a oublié de nous prévenir du déluge. On l'a pris quand même,
de grimper sur toi. Et que mangez-vous? La saleté sous la tête des hommes. Je ne voudrais pas vous décourager, mais vous allez mourir de faim. Je me lave les cheveux tous les jours. Ah non, grand patriarche, tu as promis de garder tous les animaux, pas vrai? Nous avons le droit de manger comme tous les autres bêtes. Alors, tant que durera le déluge, il ne faudra plus te laver. Et savez, braves hommes, pourquoi Dieu le Père avait oublié d'avertir l'époux? Parce que l'époux, c'est comme les pneus. Même Dieu oublie qu'ils existent. En entendant la fable du bonhomme Yapico, Ignazio se jura de changer le métier à la première occasion. Le second extrait raconte la quête d'épouse de Ignazio. 2 soirs plus tard, alors que la mère Pina s'était arrêtée de boire un verre d'eau comme l'accoutumée, Ignazio se décida à sauter le pas et lui expliquer qu'il voulait se marier. Quel âge avez-vous? Demanda l'ancienne. 47. En état de marche? Ignazio se n'y pas. Si je marche. Votre troisième jambe, oui. Ah, Ignazio finit par comprendre et rougit. Ben, hésita-t-il. Depuis combien de temps n'a-t-elle servi? Ignazio calcula vite fait, disons 6 ans. Vous vous mariez pour avoir des enfants? Carline. Alors déballez la marchandise. Ignazio comprit et bassa son pantalon. À première vue, l'outillage est bon, dit-elle, et elle s'en assura au toucher. La main de l'ancienne était douce comme une écorce d'arbre. N'empêche à ce contact étranger, Ignazio hissa pavillon. Tout beau! Fit l'ancien en riant. Je vous trouverai une femme, belle et jeune. Jeune? C'est bien si vous voulez des enfants. Mais elle voudra de moi si elle est jeune et belle. Je suis vieux et j'ai une patte folle. Votre patte folle, faut avoir le nez dessus pour s'en apercevoir. En revanche, vous êtes le propriétaire de 10 arpentaires et votre outil ferait pâlir de jalousie un gars de 20 ans. Ne tirez pas peine, je vous aurai vite trouvé une bonne épouse. 1 mois et demi plus tard, la mère Pina proposa. Je vois Ninetta Spampinato. Quel âge a-t-elle? 25 ans. Ignazio se souvint de ce que disait Tano quand ils étaient aux Amériques. Si tu prends une fille de 20 ans, tu es sûr de ne pas chômer souvent. Et la chose le préoccupa. Petite jeunette dans ton lit, et tu n'auras pas de maladie. Femme trop jeune, femme trop veuve, répliqua Ignazio. Bon, je vous en cherche une plus âgée, capitula l'ancienne. Et revint 15 jours plus tard. Je vois Caterina Tominella. Quel âge a-t-elle? 32 ans. Pourquoi elle était encore fille? Elle a une jambe folle. Elle aussi. Eh oui. Un accident? Elle est née comme ça. Mais elle boite de la même jambe que vous, et c'est un avantage. Pourquoi? Parce que vous pourrez marcher côte à côte sans vous encorner à chaque pas. Et puis, vous connaissez le dicton. Femme estropiée, femme délurée. Je ne suis pas convaincue. Elle a une bonne dot. 3 arpentaires au lieu d'y les épines et un trousseau par 6. Les épines, il n'y a pas plus ingrat. C'est tout en pierraille. D'accord, mais son père en mourant lui a laissé une terre grande 3 fois comme la vôtre. C'était trop beau. Ignazio soupçonna qu'il avait un lit sur roche. Elle a peut-être un autre défaut? Si on veut, mais ça casse pas que 3 pattes à un canard. Alors? Elle a un œil qui lave la vaisselle et l'autre qui l'essuie. Restons-en là. J'en cherche une autre? Bien sûr. Y compris parmi les veuves? Non, pas de veuve. Pourquoi? Mari de veuve a toujours tort quand elle le compare aux morts, déclama Ignazio. N'oubliez quand même pas que vous avez déjà 47 ans, répliqua l'ancienne. Pendant un mois, chaque fois que la mère Pina passait sous la draille et qu'elle apercevait Ignazio, elle levait le bras et agitait la main, poussait un index tendu pour lui signifier qu'elle n'avait personne. Un soir, l'ancien arriva, s'assit sous la pierre au pied de l'olivier et réclama non pas le verre d'eau habituel, mais un gorgeon de vin. Cette fois, je crois que j'ai tiré le gros lot, dit-elle. Ignazio apporta un fiasque plein et 2 verres. Ils burent en silence. La mère Pina glissa la main dans sa poitrine et en tira un rectangle de carton, mais sans le montrer à Ignazio. Quel âge a-t-elle? 33 ans. On ne peut pas dire qu'elle est toute jeune. Et pourquoi elle n'est pas encore... Je vous expliquerai après. Elle est née à Vigata? Oui et non. Comment ça, oui et non? Ou elle est originaire de Vigata, ou elle n'est pas. Elle est née en mer. Ignazio
Elle resta comme deux ronds d'enfants. C'est-à-dire, Sa mère a accouché sur le bateau de son mari et le bébé a été lavé à l'eau de mer. a-t-elle une dot? Non, elle est pauvre, mais elle possède autre chose. Et quoi? Je vous le dirai après. C'est pas pour la Mara, mère Pina. Mais si vous devez tout me dire après, de quoi on peut parler là tout de suite? Je peux déjà vous dire que son père, quand elle avait 5 ans, parti en mer, fut pris dans une tempête et ne revint pas. Sa femme mourut l'année suivante de crève-cœur. Alors la petite fut recueillie par son oncle, Antonio, un frère de son père, qui était pêcheur lui aussi. Était Oui, parce qu'il mourut noyé lui aussi. arrière, gens de mer. Écoutez, mère Pina. Laissez-moi finir. La petite s'occupa de sa tante, qui était malade, et refusa de se marier tant que sa tante était en vie. Voilà pourquoi elle est fille à 33 ans. Et sa tante a défini depuis quand? Non, voilà 3 ans. Mère Pina, il ne faudrait pas me croire plus Kakenano que je ne suis pas. Ni Kakenano, ni Benonifiste. Alors, comment expliquez-vous qu'à 3 ans, cette perle rare ne se soit pas encore mariée? Parce que Vous pouvez me dire comment elle s'appelle au moins? elle s'appelle Maruzza Musumeci. Nous vous laissons le plaisir de découvrir la suite de ce conte romanesque et fantastique. Un filet de fumée est le premier des livres de Camilleri publié par un grand éditeur en 1980. Tout Vigata attend la fumée du cargo l'Ivan Tomorov venant d'Odessa, qui dans quelques heures viendra à quai pour prendre la livraison d'une cargaison de soufre que Toto Barbabianca, le négociant le plus riche, le plus crapuleux, le plus haï, a promis de livrer. Mais ce soufre, il ne l'a plus, il l'a déjà vendu. Et aucun de ses concurrents ne viendra en aide. Alors, tous les Vigatais attendent le filet de fumée qui annoncera la chute de cet homme détesté. Dans cet extrait, Camilleri nous parle des laissés pour compte, des asservis, des exploités de cette ville de Vigata. Tout le monde mangeait, dall'aimeo a zizza. Mais on ne mangeait pas comme les autres jours. Ceux qui d'habitude s'y prenaient doucement, maintenant allaient vite, et le contraire. Ceux qui buvaient du vin n'ingurgitaient cette fois que de l'eau, et le contraire. Ceux qui ne mangeaient qu'un plat, là, avaient voulu aussi une entrée, et le contraire. Don Angelino Villasevaglios, lui, ne mangea pas. Sur sa terrasse, il avait d'abord rôti au soleil, et maintenant il s'était fait apporter une couverture par Nino car le temps était vraiment en train de changer. Le prince de Somatino ne mangea pas. Immobile dans un fauteuil, il était perdu dans la pensée du mouvement perpétuel. Massino Bonocore ne mangea pas. Tout Benoni, pique-plante devant sa fenêtre ouverte, il sentait son sang se délier, recommencer à circuler librement dans chacune de ses veines et affluer régulièrement à son cœur. Combien sommes-nous d'habitants à Vigata? S'était demandé un jour le baron Racuglia en discutant avec le meunier et l'ingénieur. Et avant que ce dernier ait eu le temps d'ouvrir la bouche, il avait déjà la réponse toute prête. Nous, 8 ou 9 familles, plus une trentaine de familles bourgeoises, 300 personnes tout au plus. Mais enfin, on compte 9000 âmes, avait rubriqué le meunier. On compte quoi? S'était sincèrement étonné le baron. Le reste ne compte pas, cher ami. Peut-être qu'elles ne comptent pas, mais elles sont là, avait insisté le meunier un peu irrité. Vous n'allez tout de même pas me soutenir qu'elles sont invisibles. Le baron l'avait regardé, mais n'avait pas répondu, pris du doute soudain que ce piémontais le cacha habilement sous des apparences courtoises et civilisées, l'âme d'un dangereux agitateur. Mais le baron avait raison et l'ingénieur tort. Les 8700 autres âmes, et franchement c'était excessif de les appeler ainsi, étaient bien là, mais elles comptaient tellement pour rien qu'autant valait ne pas les compter.
Venez donc avec moi un jour de grande activité de chargement au port. Dans un espace réduit, c'est un fourmillement d'hommes, de chariots, de pontons. Ce sont des barques accostées les unes aux autres, où les hommes grouillent dans une ondulation ininterrompue. Les chariots arrivent et repartent, des cris se mêlent. Il faut entièrement réviser la façon dont à Vigata on charge et on décharge le soufre, afin de la rendre plus compatible avec la dignité humaine. Je ne peux pas ne pas parler d'atteinte au sentiment de la solidarité humaine, pour ce qui est du travail des hommes de mer, les porteurs, les vieux, les jeunes, des enfants même, ploient sous les charges qu'ils portent sur leur dos. Le premier s'approche des débardeurs, de qui il reçoit son chargement. Il tend sa première corbeille, une deuxième, une troisième, et puis c'est parti au pas de course. Au premier porteur succède un deuxième, au deuxième un troisième, et ainsi de suite, 10, 20, 100, répartis le long du front de chargement, toute la journée comme des navettes de métier à tisser, de la bascule ou du chariot à la barque et retour, sans jamais se plaindre, échangeant des encouragements, des bourrades et même des plaisanteries. Pas compatible avec la dignité humaine, donc. Et aux yeux du baron, quand on faisait des choses qui n'étaient pas dignes d'un homme, on n'était pas un homme et on ne pouvait jamais l'être. À cause de la chaleur et de la sueur, la corbeille, ou plutôt les 2 ou 3 corbeilles dont chaque porteur se chargeait, provoquait une plaie à l'endroit où elles appuyaient entre le cou et l'épaule. La chair à vif saignait à chaque nouveau chargement. « Ne faites donc pas une tête pareille !» avait dit le baron Raccouglia quand l'aumônier, en voyant cette scène pour la première fois, s'était montré déconcerté. Eux, ce petit peu de sang ne les impressionne pas. Au contraire, ils en sont contents. Contents? Mais oui, parce que cela signifie qu'ils ont du travail. Et d'ailleurs, quand ils chôment, ils disent « Ma plaie est guérie ». Je vois. Et puis, c'est sans danger, vous savez, soufre et eau de mer, 2 désinfectants qui n'ont pas leur pareil. Et en même temps que les hommes de mer, que ces porteurs, il y avait aussi, au nombre de ceux qui ne comptaient pas, les charretiers, ou plus exactement les conducteurs de chariots, car ni le cheval ni le chariot ne leur appartenaient, abrutis par le trajet toujours le même sans décesser, du dépôt de soufre à la plage et de la plage au dépôt, car plus on faisait de voyages, plus on gagnait, mais gare à estropier le cheval ou à casser une roue, parce qu'alors c'était 2 ou 3 semaines de paye qui y passaient. Ne comptez pas non plus les piqueurs des carrières et les mineurs des mines de soufre et de sel, dont les yeux pleuraient quand ils ressortaient au soleil, et que la toux travaillait toute leur nuit. Leurs poumons martyrisés étaient désormais davantage pierre et poussière que tissu de chair. Et ne comptez pas les marins pêcheurs, qui au bout d'une journée en mer par gros temps où ils avaient risqué leur vie, rapportaient à la maison pour nourrir 10 personnes un demi-kilo de rouget. Poisson peu recherché parce que ces pauvres gens ne pêchent pas pour eux-mêmes. Mais puisque l'heure de manger était arrivée, même ceux qui ne comptaient pas étaient après manger. Toutefois, ils y mettaient une bonne dose de fantaisie pour pidancer le cœur léger, arrivés presque à se convaincre que leur carichon de pain de froment d'1 kilo suffirait tout juste pour l'accompagnement dont ils disposaient et qui excédait rarement une sardine salée, un cacou cuit dur
une poignée d'olives. Alors, on faisait pendre la sardine salée au bout d'un bâton, puis on mordait dans le pain et on léchait la sardine. Un seul coup de langue soigneusement passé. On ne commençait à jouer des dents sur la sardine qu'à la fin, quand le rapport entre quantité de pain et accompagnement était devenu de l'ordre du raisonnable. Ou bien, on mettait dans la bouche le cacou entier, qui à cet effet devait être bien cuit, et on le gardait un peu entre langue et palais, et puis, toujours entier, on le ressortait, et la saveur pouvait faire passer jusqu'à un demi-carichon, sans compter qu'en cas de besoin, le cacou était encore bon pour le lendemain. Il faut dire que ce 18 septembre tombait un mardi, et que le mardi, les familles ne faisaient rien cuire. On allumait le fourneau domestique que le jeudi et le dimanche pour les pâtes. Ils mangeaient et ne disaient pipette des événements qui agitaient Vigata et dont ils avaient eu vaguement l'écho. C'est celui qui vient en dernier qui doit dénouer les fils. Et eux, ils viendraient toujours après les autres pour faire le travail ingrat. Ils n'avaient aucun espoir de changer de condition, même s'il y avait des fous pour dire à voix basse qu'avec les faisceaux, les choses allaient changer. Le trognon qui rit atterrit toujours dans le cul du jardinier, disait le proverbe. Et ils étaient des jardiniers. Alors, le roi Zosimo, le re di Girgenti en italien, est un roman-poème qui raconte la biographie fantastique de Michele, un paysan qui en 1718 devient roi et redonne l'espace de quelques jours espoir et dignité au laissé pour compte de Agrigente, de Girgenti. Et dans ce roman qui est peut-être le plus puissant de l'œuvre de Camilleri, il se mêle d'une manière très équilibrée histoire, politique et merveilleux. Le premier passage donc, qui sera lu met en scène Gisuè, un journalier aux prises avec la noblesse sicilienne. Le deuxième raconte la naissance prodigieuse de Michele, le futur roi Zosimo. Et le troisième en décrit la fin, accompagné de manière silencieuse par ceux qu'il a tenté d'affranchir. Dans la cour pavée de la Cassine, qu'aurait nourri 5 familles si on l'avait cultivé, un valet se chargea du cheval qu'avait cheminé 3 heures. Sur la porte apparut un personnage gonné d'un gilet plein de broderies qui lui arrivait à mi-cuisse. Il tenait en équilibre sur des mules dont le talon, peu plus que moins, atteignait les 8 pouces. Gisuè ne se laissa pas impressionner. C'était un domestique censément plus important que celui qui s'était chargé du cheval, mais un domestique quand même. « C'est vous, Gisuè, c'est bien ça ?» demanda-t-il en faisant le hausse-bec comme quand on est dégoûté. « Vous pouvez y aller, monsieur le prince vous attend. » L'escalier, pour géant, tout en marbre, était d'un froid noir. Les pieds de Gisuè, emmargaillés de boue depuis qu'ils savaient marcher, avec leurs plantes endurcies qui n'avaient jamais connu de grelons, commencèrent par refroidir puis gelèrent. Gisuè entra dans le salon en lâchant un éternuement qui le secoua des clapotons à la tête et lui fit pleurer les yeux. Il sentit la roupie couler de son nez et se moucha en se prenant les nifles entre le gros dé et le majeur, puis en soufflant à toute force. Une partie de la mouchure tomba par terre, le reste lui emplâtra la main qu'il appropria sur son pantalon. Mais soudain, il s'arrêta sur cul. À sa gauche, dans un coin, il y avait une fenotte nue comme un crâne de magistrat, qui, d'un bras, se cachait les posses et de l'autre les natures. Pour sûr, la femme du prince qui venait de se lever et déambuler ainsi, se croyait seule. Gisuè fit demi-tour et ressortit du salon, pas trop tranquille. Il risquait de se faire copieusement graisser les épaules pour avoir remiré la princesse toute nue. Il attendit un peu, puis, pour rentrer dans ses appartements, il repassa précautionneusement la tête à l'intérieur.
La fenote n'avait pas bougé d'un poil. Elle était toujours exactement dans la même position. Il la remira mieux. Elle était blanche comme une merde de laitier. Peut-être que le prince l'avait embaumée. En tournant la tête, il découvrit une autre fenote, comme la première, nue des quatre parts. Sauf que cette guenille-là ne se cachait pas seulement, elle tenait à l'air ses posses et tout ce que le bon Dieu lui avait donné. Jésus décida de déguerpir et finit par arriver dans la pièce suivante. Il n'y avait pas de siège, rien. Dans le mur, 4 portes, toutes fermées. Prenant bonne patience, il s'approcha de la première porte, à droite, leva la main et chapota vigoureusement du poing. Il se fit mal, ce n'était pas du bois, mais le mur. Il recula de deux pas. La porte y était et y était pas. Elle y était en tant qu'elle y était en tant qu'elle se présentait comme une porte, et elle y était pas en tant qu'elle y était pas. Ah, regarde donc Charip, s'était fait esque prêt pour gourer le monde. Il s'approcha de la deuxième, et maintenant qu'il savait le pays, chapota de la main gauche. C'était Juvert Verjus, un mur, celle-là aussi. Mêmement la troisième et la quatrième, mais par où diable entrait-on? Attends, je redescends vers ce galavarde domestique, j'y donne 2-3 coups de pied dans le gras, et je me fais expliquer où est entrée la vraie, pensa Gisuet. Il se retourna et vit justement le domestique en chef sur le seuil. Vous vous trompez, dit-il fringant effectivement. La porte, c'est par là. Et il désigna le mur de gauche. Je t'en moque, pas plus de porte que sur sa main. Le mur était par entier peint en blanc. On lui faisait la figue. Gisuet sentit le sang bouillir aux oreilles, et, planté comme une quille, lança au valet un regard à couper un clou. Comprenant qu'il avait rencontré cul à son nez, ce dernier se décida à s'approcher lui-même du mur et à chapeauter en plein milieu. Gisuet entendit alors résonner du bois. « J'y suis arrivé, votre Excellence. Faites-le entrer. » Le domestique en chef posa la main sur le mur et pressa. Blanche comme la paroi, invisible tant qu'elle était fermée, la porte s'ouvrit. À la naissance de Zosime. Le 20 juin 1670, dans le tantôt, alors qu'elle fendait du bois à la hache, Filonia comprit à un élancement plus intense que c'était l'heure. Filonia ne rentra pas dans la maison. Elle était de ces fenottes qu'aurait lavé l'eau, et elle ne voulait pas emmargailler son intérieur qu'elle tenait tout fin propre. C'est pourquoi elle accuchonna un peu de paille à côté du puits, et s'y allongea après s'être entièrement défublée. Elle était seule. Gisuet était allé à Vigata avec l'âne, et il avait voulu emmener Pipino, qui avait maintenant plus de 3 ans et aidait déjà le père. Tout d'un train, à une poussée plus forte, elle se bénouilla entre les jambes. C'étaient les os qui aidaient la tête du bébé à sortir. La douleur était grande et Filonia se prit à coincher. De toute façon, elle était seule. À ce moment-là, tous les animaux approchèrent. Un chien errant, désormais amaisonné chez eux, et que tout le monde appelait sans trop se tarabuster le chien. Une cabre d'Agrigente, une belle bête au long pelage marron, avec 2 cornes de licorne et de plantureuses mamelles sombres, et 4 gélines. Le coq noir, lui, allait et venait tout en dard. Quand le bébé fut entièrement sorti, Filonia vit qu'elle avait tangier d'un garçon, un deuxième après Pipino. Et elle en fut toute bénaise. Ah, les enfants mâles, bénéficence et richesse des familles. Ah, poitrine solide, épaules robustes, bras moigneux, et fifres pour planter des enfants, des mouets d'enfants. Michele était né. Elle accrocha le cordon de sa bouche, la denta, le coupa net, puis le noua. Ensuite, elle agrappa Michele par les pieds, tête en bas, comme lui avait dit la mère Gisuina, et lui donna une tape dans le dos. Alors, il dit quelque chose. Sous la secousse, Michele ouvrit les quinquets, approcha sa mère, et au lieu de se mettre à chougner comme ça aurait été naturel, il partit à rire. Sur le moment, Filonia mécrut ses yeux. Elle dut vite se rendre à l'évidence. Son fils riait, s'ébouffait de rire comme un adulte. Éclainée, la fenotte mit son poupard à côté d'elle sur la paille, et ouvrit les bras pour respirer à fond. Quelque chose de rond et chaud vint se poser dans sa main gauche. C'était un œuf que lui offrait une des gélines. Les yeux fermés, Filonia y perça un golet à l'aide d'un caillou et le goba. Puis elle sentit que le soleil disparaissait de son visage,
Elle rouvrit les yeux. La cabre d'Agrigente s'était placée au-dessus d'elle, ses poupelles à portée de lèvres. Filonia leva les mains pour traire le lait chaud qui lui gicla directement dans la bouche. Quand la chèvre recula, la fenote vit que le chien avait léché et tout bien approprié son poupon. Une nouvelle contraction expulsa la délivre. Le chien la mangea. Et pour finir, le moment de la mort de Zosimo, le souffle. La première chose que vit Zosimo en passant la porte du château fut l'estrade du gibet où se tenait le bourreau, avec 2 autres personnes. La deuxième chose qu'il vit fut une place franc vide, déserte et abandonnée. Sur cette place débouchaient 5 rues ou ruelles et à chaque carrefour il y avait des cordons de soldats afin que personne ne pût arriver à proximité. Et ça pouvait se comprendre. Mais le fait était que derrière ces soldats, il n'y avait pas un chat. Zosimo s'arrêta, bouché en place. Était-il possible que tous amis et ennemis l'eussent déjà oublié? Personne pour lui embrasser la main en pleurant, personne pour lui cracher au visage en l'insultant. Ébaffé, il approcha le capitaine. Mon Paperto, qui avait compris ce qui traversait le coquuchon de Zosimo, tenta de lui donner une explication. « Je sais que c'est pas beau de défunter ainsi, Majesté, mais j'ai dû donner des ordres pour que le monde reste chez soi. » Et ce fut à cet instant-là, entre les roulades échevelées d'un merle au loin, que Zosimo entendit le souffle. Ce n'était pas la respiration d'un seul homme, mais d'une nouée de gens qui respiraient doucement, comme pour ne pas faire entendre qu'elles étaient là, mais qu'étaient bien là. Zosimo comprit que cette espèce de légère brise marine était un souffle humain, et qu'elle arrivait de par-dessus les toits des édifices et des maisons qu'entourait la place. Et il comprit aussi que c'étaient les gens de Vigata et de Montelusa qui respiraient, ses concitoyens, ses amis, ses connaissances, venus exprès pour l'accompagner au seuil de la mort, et qui le remiraient du haut des toits, allongés à boucheton pour ne pas être vus des gardes qui, en réalité, les avaient parfaitement vus et feignaient de ne pas les voir. En chauvant de l'oreille, Zosimo distingua, parmi toutes, la respiration asthmatique et rugueuse du pipa Minicolofaro, 80 ans, et le pied clopiant, nom d'un rat, comme on l'avait-il hissé sur le toit de l'hôtel Contrera. Il reconnut la respiration franc-pareille à un cri-cri de grillon de Don Bertino Mascolo, qui devait être allongé sur les chenaux de la maison des Mongiardino, et celle large et profonde d'Aitano Savatteri, et celle en éclat de rire de Bartolino San Marco qui arrivait d'en haut de l'hôtel Altieri, et celle de Pippo Santa Croce, de Giugiu Spampinato, de Massimo Notar Bartolo, de Giacomino Nocera, de Giulino Bianco, de Massimino Vitale. Et tandis qu'il reconnaissait une à une leur respiration, il vit aussi leur visage et se sentit tout ravoyer. La prima cosa che Zosimo vide in scena dal portone del castello fu il palco della forca con sopra il boia e 2 altre persone. La seconda cosa che vidi fu che la piazza era completamente vacante, deserta e desolata. Nella piazza sboccavano 5 tra strade stratuzze e ogni sbocco c'erano soldati assistemati in fila a fare da cordone, quasi che nessuno potesse arrivare nei contorni. E va bene. Ma il fatto era che da re i soldati non c'era anima criata. Zosimo si fermò imparpagliato. Possibile che tutti, amici e nemici, già si fossero scordati di lui? Nudo che gli venisse a baciargli la mano piangendo, nudo che venisse a sputargli in faccia insultandolo. Taleò strammato il capitano. Montaperto, che aveva capito quello che stava passando per la testa a Zosimo, tentò di dargli una spiegazione. Lo saccio che morire così è cosa laida, maestà, ma ho dovuto dare ordini che la gente non ne uscisse di casa. E fu proprio in quel momento, in mezzo alla fantasiosa friscatina di un merlo distante, che Zosimo sentì il respiro. Non era il sciato, il respiro di un uomo solo, ma di tante e tante persone che sciatavano adagio quasi per non farsi sentire che c'erano, ma c'erano. E Zosimo capì che quella specie di legge a risacca marina era fatta di sciato d'uomini e veniva di sopra ai tetti dei palazzi e delle case che circondavano la piazza, e capì magari che a sciatare era la gente di Vigata e di Montelusa, i paesani gli amici i conoscenti venuti appositamente per accompagnarlo nel passo della morte.
e lo stavano a tagliare da sopra i tetti, assistemati a panza asciutta, a faccia boccone, per non farsi vedere dalle guardie, che invece li vedevano benissimo e facevano finta di non vederli. E attisando le orecchie Zosimo distinse, in mezzo a tutti, il sciato smatico e raschioso dello Zumminico Lofaro, che era ottantina e zoppo. Ma come minchia avevano fatto a farla arrampicare fino al suo protetto di Palazzo Contrero? E distinse il sciato, che pareva il crucchio di un grillo, di Don Bertino Mascolo, lo quale doveva starsene stinnicchiato sopra i canali di casa Mongiardino, e quello vascio e profondo di Aitano Savatteri, e quello che pareva una risata di Bartolino San Marco, che veniva di sopra a Palazzo Alteri, e quello di Pippo Santa Croce, di Giugiu Spampinato, di Masino Notarbartolo, di Giacomino Nocera, di Ingiulino Bianco e di Massimo Vitale, e mentre che a uno distingueva i sciati, ne vitti magari le facce e si sentiva consolato. Se capite più nel trezze, sto giardino dei bedrezze, così vai a serrare che le pare non c'è so, ma la bocca con le fine, dentro salabastrine, trezze d'oro cabbagliate, perdonate, bella chiò. Non lo nega matiglia, si deve maraviglia, si deve da segno tale che lo vuole non ci so, non lo nego matiglia, si deve maraviglia, si deve da segno tale che lo vuole non ci so, non lo nego matiglia, si deve maraviglia, si deve da segno tale che lo vuole non ci so, non lo nego matiglia, si deve maraviglia, si deve da segno tale che lo vuole non ci so.